Ce que vous allez suivre n'est pas le fruit du hasard. Écoutez jusqu'à la fin et vous en direz plus. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, le pouvoir ne se transmet pas par hérédité. Non, pas du tout. Nous sommes une république. Nous sommes une démocratie. Le pouvoir se transmet par le biais des élections, où chaque Ivoirien a le libre arbitre de choisir qui il veut. Et c'est un droit constitutionnel. Donc la Côte d'Ivoire, là, avant que ces deux mots-ci-là ne viennent, la Côte d'Ivoire fonctionnait comme une république. En tout cas, c'est vertueux à fonctionner comme une république. Vous ne pouvez pas débarquer sur le plan national sans qu'on ne vous connaisse et vous allez transformer la Côte d'Ivoire en royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Peut-être le royaume des Mossi, là-bas, au Burkina, il y a un royaume. Si vous aviez votre père, parce que vous avez dit que votre père était le roi, Alassane Ouattara, monsieur Alassane Ouattara, vous l'avez dit, que votre père était un roi, n'est-ce pas? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le royaume de chez vous. Vous êtes venu trouver un pays avec des règles, avec une constitution. Vous comprenez? Si vous avez fini de traire les Ivoiriens comme une pauvre vache, si vous avez fini de voler, de piller, d'ostraciser, de ségréguer, de tuer, de faire tout ce qu'il y a de plus mal aux Ivoiriens, foutez le camp. Vous n'allez pas nous imposer votre frère. Vous n'allez pas nous imposer votre frère. Ce n'est pas un royaume. Le pouvoir ne se transmet pas par hérédité. Oui, président, salut. À quoi va servir Begré Mangbe? Je vous le dis. À quoi servira Begré Mangbe? Qui est le véritable Premier ministre? Et d'ailleurs, quelle est l'opportunité maintenant de créer un poste de vice-premier ministre, mais pire, d'y nommer son frère? Pourquoi? Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de personnes capables et valeureuses pour diriger le pays? A-t-on nécessairement besoin de saturer le budget de l'État avec des postes dormants et ronflants, alors qu'on sait que les Ivoiriens vivent dans une certaine forme de précarité et d'austérité? Pourquoi ne pas alléger, ne serait-ce que le budget de l'État, pour soutenir un peu les Ivoiriens par le fait que l'État puisse subventionner les denrées de première nécessité? On crée des postes qui ne servent à rien. Juste parce que on prend la Côte d'Ivoire comme un gâteau, il faut dépiécer ce pays-là et donner des morceaux à chacun. Il faut s'asseoir avec sa famille, se partager les parts les plus juteuses, les secteurs d'activité les plus producteurs, et puis laisser les Ivoiriens dans la faim, dans la pauvreté, dans la souffrance. Et il n'y a personne, il n'y a pas de datis règlement pour parler de ça. Ils ont tous disparu. La communauté du Nord, qui avant disait qu'ils étaient exclus, aujourd'hui on exclut les autres. Ils n'ont rien à redire. Moi, je veux interpeller les Ivoiriens. Ce quatrième mandat-là sera le mandat de l'horreur. Je l'ai dit à mes frères du PDCI. Aujourd'hui, ils ont un des leurs qui a été convoqué. Et non des moindres, un des hauts responsables du PDCI qui a été convoqué. Et tout ça, c'est le quatrième mandat. Le quatrième mandat signifie aucune loi, aucune règle. Un pays de non-droit, un no-man's land, où tout sera décidé de gré ou de force et où les Ivoiriens n'auront rien à redire. C'est ça le quatrième mandat. C'est un mandat pour acter de fait ce que vous voyez là. Il y aura à la tête de l'État de Côte d'Ivoire un transfert de pouvoir. Sans passer par les réglementations en la matière, sans passer par des élections transparentes. Pourquoi on s'évertue à éteindre tous les rivaux, tous ceux qui essaient d'au moins avoir, je dirais, une ambition? Mais les ambitions là, pour un homme politique, c'est normal. Un homme politique sans ambition n'est pas un homme politique. Un homme politique sans ambition n'en est pas un. Est-ce un crime de lèse-majesté de faire valoir ses ambitions? Pourquoi lorsque quelqu'un lorgne le pouvoir d'État, automatiquement il devient pestiféré, alors il est victime de tous les maux, et pire, on doit le vouer d'hégémonie et même lui ôter la vie?
La Côte d'Ivoire n'est pas le royaume aussi. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas la chasse gardée, ce n'est pas une maison privée. Voici qui on veut nous imposer, sous nos yeux. Vous savez que ce monsieur-là, c'est le leader, c'est le président de la Gestapo ivoirienne. Vous savez que c'est le chef de Sebroco. Vous savez que tous les rapts, les enlèvements qui se font au forceps, les gens qui sont bastonnés, traumatisés, les enfants qui sont torturés devant leurs parents, on les enlève pour les envoyer dans le goulag, que moi j'appelle Sebroco. Vous savez très bien qui gère là-bas. Quelqu'un qui, devant tout le monde, un public, il dit des opposants, laissez-moi les gérer. Est-ce qu'il ne sait pas que dans un état démocratique et normal, là, il y a au moins la contradiction qui doit se faire valoir? Il y a au moins une frange de la population qui ne doit pas être d'accord avec vous? Il n'y a que dans un royaume qu'on ne puisse pas parler en face du roi. La Côte d'Ivoire n'est pas le royaume Mossi. Il n'est pas le royaume où votre père a été roi. Pas du tout. Vous ne pouvez pas dire d'autres Ivoiriens que vous allez les gérer. Ce ne sont pas des animaux. Donc, voici celui-là qu'on est en train d'apprêter à vous diriger. Celui qui est l'auteur des tortures lors des enlèvements. Celui qui fait avouer des gens qui l'arrêtent suite à des tortures. Les preuves sont là. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire comme ça? Un premier ministre du nom de Birahima Téné, qui est véritablement le vrai maître à jouer, Ouattara a décidé de lui léguer tranquillement le pouvoir. Le poste de premier ministre vous permet d'avoir les tentacules un peu partout. Vous allez avoir la latitude de gérer les affaires courantes de l'État. En fait, vous êtes un président bis, à la vérité. Vous pensez que Bambé aura de quoi dire devant Téné Birahima? Tous les ministres de l'État sont soumis à Téné Birahima. Par quel mérite? Juste parce qu'il est le petit frère d'un président? Mais montrez-moi ses faits d'armes. Quels sont ses acquis? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qui le connaissait d'ailleurs lui avant? Juste parce que vous êtes le petit frère d'un dictateur, ça fait de vous un futur dictateur? Il ne faut pas permettre ça. Il ne faut pas laisser les choses se faire. Nous ne pouvons pas rester là sans réagir. Nous ne pouvons pas rester là sans réagir. Ils sont en train de préparer la prédation de la Côte d'Ivoire sur les 50 et 60 années à venir. Dramane Ouattara l'a dit en 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny. Il dit nous allons rester encore pour 50 ans. Donc voici celui-là que Ouattara nous prédestine. Et il est validé. Parce qu'avant de faire ce gouvernement-là, où était Ouattara? Je vous pose la question. Il était en France. Quand il y est revenu, il a fait ce gouvernement-là. Vous êtes sûr qu'il peut décider de qui va être un ministre, mieux, un vice-ministre, sans que la France ne puisse lever le petit doigt? Le complot a déjà été mis en action. C'est pour cela qu'il faut que les Ivoiriens disent non à ce quatrième mandat. Parce que ce quatrième mandat n'est ni plus ni moins que le plan de prédation de la Côte d'Ivoire sur les 50 et 60 prochaines années. Alassane Ouattara n'entend pas jouer le jeu de l'alternance à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. C'est pour ça qu'il fait passer au fil de l'épée tous ceux qui ont un destin présidentiel, mieux, tous ceux même de son camp qui osent lorgner le fauteuil présidentiel. Il est sans pitié. Où est Big Togo aujourd'hui? Je vous pose la question, quoique je m'en fous de son sort, mais où est-il? Est-ce que c'est eux qui ont créé la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara a-t-il notre sang dans ses veines? Est-ce qu'ils doivent faire des Ivoiriens des désœuvrés? Mais où sont les Ivoiriens? Qu'avons-nous fait véritablement à ces gens-là? La Côte d'Ivoire leur a tout donné. Quand Alassane Ouattara débarquait en Côte d'Ivoire en 1989, en tant que président du comité interministériel, je vous demande de lui demander s'il avait une fortune. Je vous demande. Ce n'était qu'un simple petit fonctionnaire qui a été appelé par Houphouët-Boigny.
Je vais mettre ça entre côtes parce que je sais qu'il a été imposé. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu trouver Houphouët-Boigny complètement amorphe et malade parce que le vieux était vieillissant. Qui était le véritable gestionnaire de l'État de Côte d'Ivoire? Fologo nous l'a dit. Il dit c'est Alassane Ouattara qui décidait de tout parce que le vieux était très malade. Donc n'était plus vraiment concentré sur la gestion des affaires de l'État. Il était plus préoccupé par son état de santé. Mais Alassane Ouattara, il lui a été légué tous les pouvoirs. Donc il a vu qu'en fait, le Premier ministre, c'est le véritable président de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand le président Houphouët décède, il se prédestine à prendre les rênes. Normalement, il sait très bien que la Constitution ne fait pas de lui celui-là qui va succéder au président Houphouët-Boigny. Mais pourquoi il tente le forcing? Parce que entre le Premier ministre et le président de la République, il n'a qu'un pas. Il a voulu juste franchir le pas parce qu'il s'estimait suffisamment prêt. Après avoir pillé la Côte d'Ivoire, après avoir vendu les biens de l'État à des francs symboliques, il s'est suffisamment enrichi. Il a compris que la Côte d'Ivoire est une manne financière à ne pas du tout négliger. Et il a compris la capacité qu'a un Premier ministre de pouvoir gérer les affaires d'État. Ce qui ferait de ce Premier ministre-là un président bis. Donc aujourd'hui, il crée un poste de vice-premier ministre, c'est pour laisser le temps à son soi-disant successeur de pouvoir bien s'imprégner de la gestion courante des affaires de l'État, de pouvoir véritablement avoir son empreinte sur tous les dossiers chauds de l'État, mais surtout de pouvoir s'imposer en tant que tel et après remercier Begri Mambé qui n'est qu'un fait valoir, vous le savez très bien. Et en ce moment-là, il pourra s'affirmer. Et Ouattara quittera de façon docile la scène politique pour laisser le boulevard à Téné Birahima, qui nous savons est un tortionnaire, est quelqu'un qui est réfractaire à la contradiction, qui se cache derrière le procureur de la République, qui a personnifié la loi de Côte d'Ivoire, qui se cache derrière toutes ces arrestations. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous faites juste un clic, vous êtes emprisonné. Si vous osez même ouvrir la bouche, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Vous avez vu ce qui s'est passé avec JFK, que je salue au passage. Brave homme. Je pensais que Tikenja ferait comme JFK en dénonçant tout ce qui est en train de se passer. Mais subitement, il se taise. Vous allez vous taire à jamais. Parce que les Ivoiriens vont lutter, vont se battre pour se sortir de cette situation, afin de remettre le pays sur les fonds baptismaux. Un pays pour 2 premiers ministres. Vous êtes sûr qu'il y a vraiment 2 premiers ministres? Peut-être dans les faits, mais dans le fond, non. Il n'y a qu'un seul maître à jouer. Et vous savez qui est ce maître à jouer là? C'est Téné Birahima. Vous savez ce qu'il montre aux Ivoiriens. Vous savez ce dans quoi il est. Et qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Mais c'est le 4e mandat. C'est ce 4e mandat-là. Ce braquage électoral, ce coup d'état constitutionnel qui vient broyer notre constitution, qui vient faire de Ouattara un dieu pour la Côte d'Ivoire, qui vient faire de Ouattara un empereur pour la Côte d'Ivoire, qui décide du droit de vie ou de mort sur ses administrés. Et c'est à celui-là que nous devons respect, je ne crois pas. C'est à nous de décider de ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. C'est à nous de décider de ce que nous voulons pour notre pays. Je vous assure, et le président Laurent Gbagbo nous l'a dit, clairement, sans faux fuyant, le 4e mandat, s'il a lieu, sera une horreur. Le président Laurent Gbagbo, vous le savez tous, c'est un visionnaire. Tant ses avancées, tant quand il se prononce sur l'actualité, il a toujours eu raison. Donc comprenez très bien que quand il dit du 4e mandat que ce sera une horreur, les Ivoiriens vont vivre l'enfer sur terre. Mais Ouattara a posé le décor, souvenez-vous, lors de leur soi-disant campagne électorale. Comment a-t-il traité les Ivoiriens? Il a traité les Ivoiriens de chiens. Et il a donné ordre à ses militants de se défendre, donc d'attaquer les chiens. Juste après, vous avez vu le carnage qui s'est passé à Nayo. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans certaines contrées. Vous avez vu la dame qui a pris la balle dans le ventre en étant enceinte. Vous avez vu comment les Ivoiriens ont vécu, ont subi le martyre. Je pense pour ma part qu'il faut véritablement se lever. Je pense pour ma part qu'il faut arrêter de louvoyer avec cette lutte. Il n'est pas question d'hommes politiques. La classe politique ivoirienne, à part quelques hommes politiques,
l'ensemble de la classe politique ivoirienne est pourri. Vous le savez très bien. Ils n'en ont cul de ce que traversent les Ivoiriens. Quand vous voyez Patrick Achi en train de se vautrer dans ce que j'appelle le braquage électoral, le 4e mandat illégal, il est conscient de ce que fait subir Ouattara aux Ivoiriens. Mais ils n'en ont cul, ils s'en foutent. Ils n'en ont que pour leur vente, ils n'en ont que pour leur vie, ils n'en ont que pour leur famille. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Quand vous voyez tous ceux-là qui ont été formés par la Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, aujourd'hui en train de se compromettre avec le pouvoir de Ouattara, sachant très bien qu'il est en train de nous détruire, de nous tuer, de nous avilir. Qu'est-ce que vous attendez de cette classe politique? Dites-le moi. Qui ose s'affirmer devant Ouattara? Qui ose lui dire, vous êtes dans un mandat illégal? Qui tient ses positions fermement? Si ce n'est le guide, le leader, le président Laurent Gbagbo. Il faut au moins un pour tenir la lutte. Je le rappellerai toujours. En Afrique du Sud, pendant plus de 82 ans, il y a eu la lutte contre l'apartheid. Mais cette lutte-là s'est maintenue suite à la force des revendications. Les revendications n'ont pas été abandonnées. Et les revendications, c'était que les Noirs puissent retrouver au moins leurs droits. Ils se sont battus pour leurs droits. Ils ont tenu ferme face à cette horde de barbares, face à ce pouvoir, ce pouvoir de l'apartheid. Ils n'ont pas baissé les bras pendant 82 ans. Parce qu'ils ont refusé d'être soumis. Quelqu'un vient là, il fait tout et n'importe quoi, et tout le monde court dans ses bras pour aller soi-disant être député. Qu'est-ce que nous gagnons à pactiser avec ce pouvoir, à faire fonctionner les institutions comme si nous étions dans un état normal? On a une classe politique pourrie. Et il faut qu'ils sachent, ils vont véritablement être co-auteurs de tout ce que Ouattara a fait endurer aux Ivoiriens. Ils n'y échapperont pas. La sentence qui sera appliquée à Ouattara et ses sbires, bien évidemment, sera aussi appliquée à tous ceux qui se sont joints à lui, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé et continuent de manger à la table du diable. Qu'ils le sachent très bien. Pourquoi nous ne pouvons plus réagir dans notre propre pays? Un gouvernement pléthorique. Combien de membres? Et il y a plus de 28 ministres, si je crois bien, si je ne m'abuse, étant du Nord. C'est ça la justice? C'est ça rééquilibrer les inégalités sociales? Je vous pose la question. C'est ça un pays où tout le monde a droit de citer? C'est ça un pays où on veut véritablement que les Ivoiriens puissent vivre en harmonie? Moi, je vous le dis, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas désespérer de notre pays. Parce que nous n'avons aucun autre pays. Ceux-là qui nous traitent de la sorte, ils ont un autre pays. Vous le savez très bien. Ceux-là qui nous traitent de la sorte, ils ont un autre pays. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je l'ai dans mon téléphone ici, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas grave. Je tiens à vous le montrer. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Donc, comme ça... Ah, ok. Je vais vous le montrer, je viens. Je vous montre ça. Peut-être que vous ne le verrez pas bien. Vous savez qui c'est? Est-ce que vous voyez l'image? Dites-moi oui ou non. Vous savez qui c'est? C'est Alassane Ouattara au milieu, où c'est écrit Ado, le gars en lunettes. C'est Alassane Ouattara. Oui, c'est flou. Désolé, mais je vais vous préciser qui c'est. Vous avez vu, il y a une petite inscription. Le gars en lunettes, c'est Alassane Ouattara. C'était à quelle occasion? Le ministre Aboulaye Koné, entouré de 2 récipiendaires,
M. Alassane Dramane Ouattara de la Haute-Volta et Patrice Kwame en lunettes représentant la Côte d'Ivoire. Donc, à cette époque-là, je crois en 1980, avant ça déjà, à 1982, Alassane Ouattara était décoré. En 1982, Alassane Ouattara était décoré en tant que voltaïque. Diantre. Même si tu dis avoir représenté la Haute-Volta, même si on veut te décorer en Côte d'Ivoire et que tu es vraiment un fils de ce pays, on ne va pas dire que tu représentes la Haute-Volta parce que tu es d'abord fils de ce pays, mais c'est parce que tu es un Burkinabé puissant. Voici une preuve ici. Les contemporains sont là. Voici ici. Le ministre Ablaye Koné décore le Burkinabé Alassane Ouattara en 1982. Regardez. Pourquoi je montre ceci? Je montre ceci pour vous dire que nous sommes aux mains des gens qui ne sont pas des nôtres. Donc, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent de notre vie. C'est ça que vous devez comprendre. Ne regardez pas ces gens qui se réclament être du Nord en train de soutenir cette forfaiture. Voilà. Ils profitent de la souffrance des Ivoiriens, bien évidemment. Parce que en Côte d'Ivoire, à qui appartient tout ce parc immobilier? Je vous mets au défi de me montrer les entreprises ivoiriennes qui prospèrent suite, par exemple, aux appels d'offres. Ce ne sont que des entreprises étrangères qui raflent tout. Nous n'avons absolument rien. Cette étude du CPC qui a prouvé que 70% des PME ivoiriennes mettent la clé sous les paillassons après 3 mois de fonctionnement, mais nous finit de nous convaincre qu'effectivement, rien ne nous appartient. Quand Komi Bakary s'illustre de la manière la plus triste possible, en s'arrogeant tous les droits, en spoliant les Ivoiriens de leurs biens, en trafiquant, bien évidemment, la nationalité ivoirienne, et que c'est le ministre de la République, qui ose le défendre, vous comprenez qu'il y a péril dans la demeure. C'est de ça qu'il s'agit. Voici comment les Ivoiriens seront traités. Les meilleures parts du pays seront données à ceux-là qui ne sont pas Ivoiriens. Et c'est un fait. Ce n'est pas un crime de le dire. Qu'est-ce qui reste aux Ivoiriens? Est-ce que vous avez de quoi ne serait-ce que vous loger? Est-ce que la Côte d'Ivoire, de tout ce que ce pays-là gagne, est-ce que vous en jouissez un peu des retombées de ce pays? Non. Qui jouit de cela? Ils sont tellement bourrés d'argent. Ils ont tellement volé les biens de ce pays qu'ils peuvent se permettre d'offrir des voitures luxueuses à hauteur de 200 millions à des petites copines. Mais ça là, c'est ce que vous savez? Est-ce que vous ne savez pas? Voici ce à quoi sert l'argent de la Côte d'Ivoire. Voici ce à quoi sert l'argent du contribuable. À organiser des fêtes pompeuses, à inviter des stars internationales, à faire des galas à coups de milliards. Après ça, aller se réjouir à Assini, à faire chanter Fally Ipupa, à lui donner des montants, des sacs d'argent, pendant que les déguerpis ne sont pas dédommagés. Voici ce à quoi sert la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire leur sert bien évidemment de je sais pas moi, de n'importe quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous allons nous laisser faire. Nous allons laisser encore Ouattara bis venir nous détruire. Parce que celui-là, il s'appelle Ouattara. Donc c'est Ouattara 2. Je pense qu'il faut dire stop. Parce que nous n'allons pas nous taper Ouattara pendant 20 ans. Et à la suite de Ouattara, un autre Ouattara va venir prendre la relève pour nous faire subir pire que ce que son prédécesseur nous a fait vivre. Je pense que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Je le pense pour ma part. Que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Je pense que nous ne devons plus baisser le dos. Je pense que nous ne devons plus manger le pain du silence. Je pense qu'il a lieu maintenant de se lever. Le 4e mandat est une horreur. Je vous en prie, chers Ivoiriens. Nous avons la latitude de parler
Parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Mais au moins, nous pouvons nous exprimer. Parce que nous savons que là où vous êtes, en Côte d'Ivoire, pour beaucoup, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas exprimer votre désarroi. Vous ne pouvez pas laisser transcrire ou transparaître votre amertume. Tout ce que vous subissez comme douleur, comme souffrance. Toute cette injustice flagrante qui vous serre la gorge. Nous en sommes conscients. Il faut des gens pour au moins dénoncer ces choses-là. Pour au moins réveiller la fibre patriotique, pour au moins nous dire que nous devons retrouver notre pays. Il n'est pas encore tard, rien n'est fait, rien n'est encore gâté. Comme je le dis, c'est à nous seuls que revient la possibilité de nous dégager de cette emprise. Il est très important de faire front et de faire face à cela. Tous les pays qui ont vécu dans des situations pareilles ont pris leur destin en main. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire d'autre qu'ils ne nous ont pas encore fait? Regardez la prison en Côte d'Ivoire. Alors, j'espère que vous avez donc kiffé cette magnifique diffusion. Nous nous retrouvons encore dans la matinée et j'espère qu'ensemble nous allons bien construire cette ligne éditoriale. En tout cas, ceux-là qui viennent de découvrir pour la première fois, abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu afin que notre vidéo, afin que cette diffusion soit vraiment très édifiante pour les autres. Et permettez aussi que les autres puissent découvrir cette église médiatique car elle ne pourra jamais tomber parce que sa mission première c'est de mettre en avant l'information, la vraie information 24 heures sur 24 bien évidemment et en Afrique de l'Ouest et dans l'AES sont nos deux zones pour le moment, mais nous savons que à la longue nous allons y réfléchir. On se dit à la prochaine, c'est la bise. Bisous là-bas les gars. Bon.